Suivre partout à travers le monde, amis internautes de Congo Réalité Télévision en particulier et puis en général tous les internautes. Le plaisir est partagé de vous présenter cette émission cet après-midi et bon début de week-end à vous, chers internautes. Et cet après-midi, nous allons recevoir pour vous avocats et assistants. Et puis c'est au cabinet de Warem RDC qui est maître Eshima Tangimbi. On va parler avec lui. Ces dossiers de Minimwe qui vraiment partagent les opinions vraiment, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, je suis déjà avec mon invité. On va parler avec lui de long et en large. C'est question de Minimwe vraiment. Je suis très content déjà, il est là. Maître Eshima Tangimbi, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour à tous les internautes qui nous suivent de partout dans le monde et bonjour à tous les Congolais du monde entier. Merci Maître Shimata et nous sommes là. Nous allons parler de ces dossiers de Minimwe qui vraiment départagent l'opinion. Et il y a beaucoup de gens déjà qui disent que il n'y aura pas Congo sans Minimwe. Une petite lecture par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps par rapport à ces dossiers de Minimwe. Merci pour la parole. Voici le 10 points à retenir ou le 10 références juridiques qu'il faut prendre en compte dans la gestion ou dans l'analyse de la question liée à la commune rurale de Minembwe. D'abord, la question liée à cette analyse part de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011. Et la première référence pour l'analyse de cette question trouve son fondement à l'article 3 de la Constitution qui parle des entités territoriales décentralisées. Et parmi les entités territoriales décentralisées, les constituants énumèrent une question brûlante de l'actualité. J'estime que la question liée à la gestion ou à l'espace de ce qui constitue la République démocratique du Congo, c'est une question qui touche à notre fort intérieur. Et je trouve normal que les Congolais d'ici ou d'ailleurs, les Congolais des souches ou des sous-souches puissent s'exprimer et exprimer également leur indignation ou leur désolation. Particulièrement concernant cette question, je pense que mon avis personnel est que les autorités n'ont pas été pragmatiques ou anticipatives dans la mesure où la question liée à l'installation des entités territoriales de la RDC, c'est une question qui devait être programmée, c'est une question qui devait être prise au sérieux étant donné que l'actuel régime parle du peuple d'abord, et qui dit peuple d'abord dit gestion et réponse à la base. Voilà ma petite lecture personnelle en attendant qu'on puisse aborder les préoccupations carrément juridiques qui entourent cette question importante. Merci maître. Après l'installation du bourgmestre de cette commune de Minembwe, et nous avons suivi les différentes déclarations politiques et puis le chef de l'État pense qu'il n'était pas au courant de cette affaire de Minembwe. Il était en dehors du pays et à son retour, il a organisé une conférence de presse avec le journaliste là-bas à l'est du pays. Le chef de l'État pense qu'il n'était pas au courant. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette hypothèse que le chef de l'État, c'est lui qui est le garant de la Constitution, de la bon fonctionnement des institutions, et c'est lui qui est la personne le mieux informée, le premier Congolais qu'on peut dire qui est mieux informé que tous les Congolais. Lui, il dit par rapport à cette hypothèse qu'il vient d'évoquer. La première des choses concernant l'intervention du président de la République, je dois souligner que le président c'est d'abord une autorité politique
Et sa réponse par rapport à cette question brûlante était beaucoup plus politique. Et même politiquement, je trouve qu'à un certain moment, c'est une question qui met mal à l'aise et qui amène les politiques à adopter des réponses qui sont purement politiques. Mais du point de vue de la gestion de l'État, et aussi longtemps que le chef de l'État n'est pas empêché, aussi longtemps qu'il n'est pas en mission, et aussi longtemps qu'il n'y a pas intérim concernant le charge du président de la République, nous estimons que le président est au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui se trame, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions et parce qu'il est aussi le symbole de l'unité nationale. À mon avis, ça me concerne personnellement, c'est que la réponse du président n'était que politique, mais c'était juste pour apaiser les tensions, mais en réalité, le président est censé être au courant de tout ce qui se passe, et c'est d'ailleurs ça le rôle de tous ces services qui entourent le président, qui doivent à tout moment assurer les relais de l'information afin de permettre au président, qui est le pilote de notre système de gestion de la gouvernance de RDC, de prendre des décisions qui se font au moment qu'il faut. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président a trahi la population, ou le président a une certaine négligence? Parce que s'il n'y avait pas certains Congolais qui ont dit non à Minembwe, le président aussi allait garder le silence, allait garder le silence plutôt, parce que après avoir vu quelques compatriotes qui ont déclaré, et le président est allé dire là-bas à Est que non, il n'était pas au courant. Ce n'est pas de la négligence ou de la trahison? Personnellement, je ne dirais pas que c'est une trahison, je ne dirais pas non plus que c'est une négligence, mais je dirais qu'à un moment donné, nous devons, nous en tant que peuple, jouer notre rôle. Donc ma réponse à ce sens serait beaucoup plus dans le sens d'éveiller le peuple congolais pour comprendre que les dirigeants qui sont là ne seront en mesure de nous donner que ce qu'eux ils veulent nous donner. Nous, si aujourd'hui nous voulons qu'il y ait changement, le changement ne partira pas du président de la République, mais le changement partira de la base ou de la population. Et ce n'est que normal que quand les politiciens que est également le président, parce que le président en tant que politique, il a ses préoccupations, il a sa mission et il a son agenda, et nous en tant que peuple, nous sommes obligés à tout moment de pouvoir rappeler aux dirigeants les nécessités et rappeler aux dirigeants nos préoccupations. Donc à ce stade, je dirais que la population ou le peuple a des dirigeants qui le méritent. Présentement, le président que nous avons, c'est le président que nous méritons, mais nous devons faire un effort pour jouer notre rôle en tant que citoyen, enfin de susciter des réformes, enfin de susciter ou d'exiger aux dirigeants les décisions et les actions qu'il faut pour les changements de notre quotidien. Le président vient de suspendre cet arrêté qui reconnaît Minembwe étant qu'une commune. Et vous êtes maître avocat, et selon la procédure, est-ce que le président a respecté le procédure comme il se doit? Voilà, je dois d'abord préciser une chose, que le statut de Minembwe des communes était organisé ou consacré par les décrets numéro 13/029 de 2013 qu'avait pris en son temps le Premier ministre Matata Ponyo. Donc cette entité territoriale décentralisée créée par décret, conformément à la loi sur les entités territoriales décentralisées, ne peut, ou la mise en place de cette entité ne peut être opérée que par les autorités qui ont compétence pour pouvoir le faire. À ce stade, si aujourd'hui l'État congolais décide de dénier à cette entité la qualité de
d'entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire de communes, il faudra procéder de la même façon. C'est-à-dire passer par un décret du Premier ministre pour pouvoir le faire. Alors ça c'est une première étape. D'abord, les statuts d'une commune en droit congolais est d'abord déterminé par la loi de 2008 sur les entités territoriales décentralisées. Cette loi définit les critères pour qu'une entité soit considérée comme une commune. Alors par après, c'est au décret du Premier ministre d'identifier au niveau national les entités ou les collectivités qui remplissent ces critères. C'est dans ce cadre-là que le Premier ministre Matata avait pris un décret pour identifier les communes ou carrément les entités qui remplissent les critères pour devenir communes au niveau de la province du Sud Kivu. Alors s'il faut suspendre, s'il faut dénier à cette entité la qualité de commune, il faudra d'abord passer par un décret du Premier ministre. Deuxièmement, s'il faut suspendre l'installation de la mise en place de cette commune, là, il faut alors voir qui est compétent pour pouvoir désigner les animateurs de cette commune. D'abord, il faut préciser que les décrets créant la commune rurale de Minembwe avaient, dans ces articles finaux, avait reconnu au ministre de l'Intérieur, les ministres de l'Intérieur, la compétence de pouvoir assurer l'exécution de ces décrets-là. Alors, si aujourd'hui nous devons suspendre la mise en place de cette commune, nous devons d'abord regarder qui était l'autorité qui avait pris la décision pour installer. C'est-à-dire désigner les bourgmestres. Qui a désigné les bourgmestres de cette commune-là? Aujourd'hui, selon les informations que nous avons, on nous informe que c'est les ministres provinciaux de l'intérieur du Sud Kivu qui auraient procédé à l'installation sous instruction, sur instruction plutôt, du ministre national de la décentralisation. Alors, s'il faut suspendre, il faudrait procéder de la même façon, c'est-à-dire prévoir que les ministres de l'Intérieur se saisissent du dossier pour à la fois interpeller les ministres provinciaux de l'Intérieur, deuxièmement, pour décrier et annuler tout ce qui a été fait en contradiction avec la loi. Alors, les présidents de la République suspendre, je pense que c'est quand même trop dire parce que notre constitution, la constitution du 18 février, reconnaît au président un certain nombre de prérogatives. S'il va ultra petita, c'est-à-dire s'il exerce ou il empiète une compétence d'une autre autorité, il sera dans ce qu'en droit administratif on appelle, en droit administratif technique on appelle l'excès de pouvoir. Donc le président à ce stade ne peut pas annuler. Il peut néanmoins instruire le Premier ministre de sorte que le Premier ministre instruit également les ministres compétents de sorte que ces derniers puissent se mettre en action pour pouvoir suspendre ou prendre les décisions qu'il faut. Mais à ce stade, la question liée à la gestion de la territoriale, c'est une question qui relève de compétences du ministre de l'Intérieur, conformément à la Constitution, aux lois qui organisent la territoriale, c'est-à-dire la loi sur les entités territoriales décentralisées, la loi sur la libre administration des provinces, ainsi que la loi sur les entités territoriales déconcentrées. Voilà, en quelques mots, notre petite lecture. Donc, en bref, c'est que la question liée au statut des Minembwe relève de la loi de 2008 et du décret de 2013 du Premier ministre Matata Ponyo. Alors, si aujourd'hui, nous, en tant que peuple, estimons que l'installation ou la reconnaissance de cette commune-là pose problème du point de vue sociologique ou politique, nous ne sommes obligés que de pouvoir revenir à la fois sur les décrets. Le Premier ministre pourra prendre alors un autre décret, non pas pour retirer l'ancien décret, mais pour pouvoir abroger l'ancien décret qui avait
établi ou qui avait conféré les statuts de commune à certaines entités de la province du Sud Kivu. Et puis par après, les ministres de l'Intérieur pourra alors entrer dans les bains de la matière pour pouvoir prendre les mesures, des précautions pour éviter que la situation que nous connaissons aujourd'hui avec Minembwe puisse se répandre ou se répercuter dans d'autres provinces. Voilà. Maître, nous voulons aussi savoir une question qui n'était pas traitée au sein du Conseil de ministres. Comment expliquer on est allé installer cette commune sans pourtant passer par le Conseil de ministres et les ordres de mission? Je ne sais pas, vous êtes avocat, et les ordres de mission, qui a signé ces ordres de mission? Est-ce qu'il y a vice de procédure? Essayez de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que cette commune puisse être installée pendant que l'affaire en question n'était pas débattue au Conseil de ministres. Automatiquement, nous revenons du Covid-19, nous revenons de confinement et ce n'était pas opportun d'installer ces communes. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça puisse prendre une vitesse supérieure? Voilà, je dirais que la question que nous traitons, la question a une dimension politique, une dimension sociologique, une dimension anthropologique et même une dimension culturelle et même économique. Donc, du point de vue d'abord juridique, je dirais que les questions essentielles, les questions pertinentes ou des hautes portées politiques sont censées être traitées lors du Conseil des ministres. Question de permettre au Conseil de pouvoir prendre des mesures ou des précautions dans les cadres de cet organe collégial qui constitue l'exécutif ou les conseils des ministres. Déjà à ce stade, on constate qu'il y a eu auparavant, nous pouvons dire qu'il y a deux ou un mois, il y a eu déjà un échange entre le ministre de l'Intérieur et les ministres de la décentralisation concernant un certain nombre de questions. Je dois aussi relever que les faits pour le président de la République lors de la constitution de l'ordonnance qui détermine les attributions du gouvernement, on a constaté que le ministre de la décentralisation, c'était simplement une autorité qui s'occupe des questions purement politiques, alors que le ministre de l'Intérieur gère la territoriale. Il intervient également dans les questions liées aux élections et à d'autres questions pertinentes. Alors, dans ces échanges-là, on a dû comprendre qu'il y avait un problème en ce qui concerne la mainmise de la décentralisation dans la gestion de la territoriale, alors que les textes sont clairs, les textes reconnaissent de manière claire aux ministres ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Alors, aller installer sans pour autant débattre au Conseil des ministres. Alors, il y a déjà un problème, et là je dirais un problème du point de vue politique. C'est-à-dire du point de vue politique, cette question, parce que le Conseil des ministres n'est pas un organe des décisions, qui prend des décisions qui s'imposent. Non, c'est un organe politique qui adopte des options qui par la suite seront coulées en force, en moule juridique. C'est-à-dire c'est ce qui fait que lorsqu'on débat sur une question, après on va demander au ministre ayant les compétences de la question dans ses attributions, de pouvoir prendre un arrêté, ou au Premier ministre de prendre un décret, ou au Président de la République de prendre une ordonnance. Donc, du point de vue politique, il y a eu déjà un raté du fait que cette question n'a pas été traitée au Conseil des ministres. Alors, ça, du point de vue juridique, on ne pourra pas dire qu'on peut juger que les actes qui ont été posés sont irréguliers, parce que la question n'a pas été débattue au Conseil des ministres. Mais du point de vue politique, on dira que voilà, il y a eu un raté au départ. Deuxièmement, aller en mission sur une question qui n'a pas fait l'objet d'un débat au Conseil des ministres. Alors là, il ne faut pas simplement se limiter à scruter l'acte de ce ministre ou de tous ceux qui sont intervenus, mais aussi il faut revenir sur l'autorité qui a donné ces autorisations.
ces ordres d'émission. Alors, les premiers ministres devaient en principe être au courant. Alors, s'ils sont allés installer, s'ils ont envoyé les gens pour installer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les premiers ministres qui est chef du gouvernement devait être au courant. Et si le premier ministre, chef de gouvernement, était au courant, on peut également déduire que le premier ministre, qui est le collaborateur direct du président de la République en ce qui concerne la gestion du pays, devait également lui tenir informé. Alors, voilà que l'on peut déjà dire qu'il y a eu des ratés à plusieurs niveaux. Si déjà les ministres qui se sont donné le luxe de pouvoir initier une telle action de cette hauteur sans pour autant débattre au Conseil des ministres, il y a eu un raté du point de vue politique. Deuxièmement, les missions effectuées devraient en principe passer par le Premier ministre. Et là, l'on suppose, parce qu'on ne peut que supposer, l'on suppose que le Premier ministre était au courant. Et si le Premier ministre était au courant, on ne peut que déduire que le président également en était informé. Parce que ce n'est pas un message fort de la balkanisation. Parce qu'on s'étonne dans quel pays au monde qu'on installe une commune, on voit la présence des ambassadeurs. Il y a eu 9 ambassadeurs, quelques ministres du gouvernement actuel et quelques députés qui ont pris part à cette installation. Et ensuite, il y a eu une fête au Rwanda. Est-ce que c'est déjà un signal ou c'est une provocation déjà qu'on peut dire consentant à la balkanisation demain ou après-demain? Voilà. Je vous disais que cette question que nous sommes en train de traiter a une dimension politique et même juridique. L'installation d'une commune dans ces coins du pays où à chaque fois, à chaque matin, nous avons des infos nous donnant les nombres de personnes qui sont mortes. Je pense que installer une commune dans ces coins-là, c'est un acte de haute portée politique et je pense que les lectures croisées de différentes personnalités qui avaient pris part à cette assise, je pense que c'est un message qui nous donne, mais à ce stade, je ne crois pas. Et je ne soutiens pas et je n'affirme pas que c'est un acte qui nous amène vers la balkanisation du pays. Parce que je dois vous dire que la balkanisation du pays, c'est vrai que c'est un plan qui est concocté dans des officines étrangères et qui peine par contre à être mise en place, mais je dirais que c'est que nous sommes en train de vivre présentement, c'est un acte qui s'inscrit dans une logique d'un plan. Et moi, je demanderai beaucoup plus à nos autorités, j'invite beaucoup plus nos autorités à demeurer prudents et j'invite aux Congolais, le fils du pays, à pouvoir demeurer vigilants parce que le Congo, c'est un Eldorado. On ne peut pas continuer à rêver tel qu'on est en train de le faire. Voilà. Merci beaucoup, Maître Shimata Ngimbi. Et nous ne pouvons pas terminer avec vous sans pour autant poser cette question. Il y a un audio qui circule déjà dans les réseaux sociaux. Il y a au Katagi. Il y a un audio déjà qui circule sur les réseaux sociaux. Et cet audio, c'est le ministre de la décentralisation et Azaria Souroubé-Roy qui parle du prophétie de Minimbwe, comme je cherche le mot qu'il a dit dans cet audio. La terre promise. La terre promise, voilà. Que pouvez-vous dire par rapport à tout ça?
Voilà, je pense que nous devons à un moment donné être conséquents en tant que peuple. Nous devons être conséquents en tant que peuple. La question de Minembwe, c'est une question qui touche également à un problème que nous n'acceptons pas, que nous digérons mal en tant que peuple congolais. Vous savez que parmi les points qui ont fait l'objet des accords de Sand City, il y a eu la question de la nationalité d'un certain nombre des ethnies qui ont des souches nilotiques. Et parmi ces ethnies, il y a également les Banyamulenge. Les Banyamulenge, parmi les questions qui ont touché, et c'est ce qui fait que à l'article 10 de cette constitution, de notre constitution du 18 février, on a déterminé la question liée à la nationalité. Et les combles avec ceux qui ont négocié à Sand City et ceux qui ont rédigé notre constitution, ils disent que et Congolais, tout groupe d'individus, voilà la disposition, voilà ce qu'il dit, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu les Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Avec cette disposition, avec cet alinéa, on a donné la possibilité à tous ces groupes d'individus ou ces ethnies qui se trouvaient en RDC à 60. Alors, on leur a donné la nationalité, mais pas une terre quand même. Alors partons de cette logique-là. C'est déjà la nationalité acquise. Et ces ethnies et ces groupes d'individus se trouvaient en RDC quand et où? C'est par là que tout est parti. Donc, de là où ils se trouvaient, ils se sont dit que voilà, comme cette constitution nous reconnaît déjà cette qualité des Congolais, alors nous pouvons nous réclamer d'un coin de ce pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, s'étant trouvés dans ces coins-là pendant ces temps, ils se sont également accrochés sur ces points-là, de sorte que lors de réformes, des réformes territoriales, c'est pourquoi je vous dis que tout remonte de longtemps. Vous voyez, les accords de Sand City, ça nous fait 2003, 2004. La Constitution, ça nous fait 2006. Et la loi sur la décentralisation, ça nous fait 2008. La loi, disons, les décrets du Premier ministre Matata, ça nous fait 2013. Et alors, aujourd'hui, l'installation, ça nous fait 2020. Et c'est pourquoi j'invite encore les Congolais à demeurer vigilants et à nos dirigeants d'être avant-gardistes, de ne pas gérer seulement le présent et l'instant, mais aussi de gérer les futurs, les devenirs de ces pays. Nous ne pouvons pas être un peuple ou une nation qui ne réagit, qui ne fait que réagir et qui n'agit pas. Nous devons agir et nous devons agir sur base d'une programmation pour devenir grand. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peuple qui, ayant eu la nationalité congolaise par notre constitution, s'est dit congolais, comme toute autre ethnie se trouvant en RDC en 60. Alors, cette quête de pouvoir s'installer dans un coin ne fera que se poursuivre aussi longtemps ils bénéficieront de la qualité des Congolais ou de la nationalité congolaise. Je pense que cet acte posé n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début et j'inviterai la commission scientifique qui est mise en place par le président à pouvoir traiter cette question avec munici, question de prendre en compte, de prendre en considération la dimension juridique, purement juridique qui se présente par rapport à cette question. Voilà. Merci beaucoup, amis internautes. Nous voici arrivés à la fin de notre entretien avec Maître Shima Tangimbi. Maître, nous voulons que vous puissiez dire un mot par rapport à tous les gens qui nous ont suivis et qui le retiennent quoi par rapport à cet entretien. Et nous allons vous laisser le temps de leur dire qu'ils retiennent quoi.
Voilà, d'abord je commence par vous remercier pour... vous m'avez tendu le micro pour exprimer ma voix en tant que scientifique et en tant que Congolais. Et j'ai quand même un mot à dire concernant la question de la gestion de la territoriale en RDC. La gestion de la territoriale en RDC. Nous avons assisté à des élections au niveau national, au niveau provincial, mais normalement, conformément à notre constitution, on devrait connaître également des élections au niveau local, ce qui n'a pas été fait. Et jusque-là, nous n'avons pas des élections locales. Et cette situation que nous sommes en train de connaître au niveau de Minembwe aurait pu être évitée si et seulement si les élections locales étaient organisées. Alors, je voudrais également lancer un appel aux dirigeants congolais de pouvoir prendre ou de traiter cette question de manière globale, de ne pas simplement se focaliser sur cette question et puis après on aura une autre situation au Nord Kivu, à Ituri ou ailleurs. Alors j'inviterai les autorités congolaises à prendre ceci en note. D'abord la question de la décentralisation. La décentralisation, c'est une